Sur ce programme, Biwan Le Point, qui reçoit pour vous ce soir Jonas Tchombela, qui est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Monsieur Tchombela, comment allez-vous? Merci pour l'honneur que vous nous faites, nous allons bien. Merci de répondre également à notre invitation. Alors, la société civile congolaise marche très bien. Bon, il joue pleinement son rôle en cette période. La société civile congolaise, elle est dans un processus comme toute la nation est dans le processus de stabilisation du pays. Donc, elle ne peut vivre qu'au rythme du pays. Et essaie de jouer quand même son rôle, si pas pleinement. Elle est appelée à s'assumer, à jouer son rôle réel, de porte-parole de la population, d'aider à faire passer le message et le besoin de la population auprès des décideurs, surveiller ce qu'ils décident. Donc, elle est appelée effectivement à assumer son rôle dans notre société. Comme vous le savez, la société civile, elle est plurielle. Chacun dans son secteur, il joue le rôle qu'il faut. Il appartient aux bénéficiaires finaux qui, je pense que c'est les populations congolaises qui doivent apprécier l'apport de l'un ou de l'autre. Cependant, le commun mortel pense le contraire de tout ce que vous venez de dire en ce moment. Si c'était le cas, si c'est réellement le cas, qu'est-ce qui vous empêche de jouer pleinement votre rôle? Vous savez que la société civile, on demande trop à la dite société civile, mais on donne quoi à cette société civile pour qu'elle joue? Qu'est-ce qu'on devrait en principe donner à la société civile? Ailleurs, elle est tentée de jouer parfois le rôle que l'État devrait réellement jouer. Vous savez qu'il y a des endroits où l'État n'apporte pas un soulagement, c'est la société civile qui apporte le soulagement tant soit peu. Mais cela ne peut pas être réalisé seulement avec la seule aide de la communauté internationale, mais aussi l'aide du gouvernement de la République. Parce que ces gens et ces hommes... Mais qu'est-ce que la société civile est censée faire concrètement? Mais la société civile, elle est dans tous les secteurs. D'abord, en amont, elle doit contrôler l'action du gouvernement, le monitoring tel que le gouvernement est en train de développer le plan du travail. La société civile relaye de la population auprès de cela dans des compartiments, dans des groupes thématiques spécialisés, l'environnement, droit des affaires, des choses comme ça, l'aide de la société civile dedans pour savoir si l'argent des contribuables est réellement affecté à cette fin. Ça, c'est le rôle de la société civile. Et aussi, de l'autre part, la société civile, elle a un rôle à jouer. Il faut éduquer la population, qui est aussi un rôle des partis politiques. Sur vous savez, nous sommes comme dans notre pays, nous sommes dans un processus démocratique. Il faut donner la culture électorale, il faut donner la culture démocratique, il faut donner la culture de bonne gouvernance, la culture de redevabilité au niveau de la population. Et ça, il n'y a que la société civile qui peut le faire. Mais autant aussi les acteurs étatiques, ils peuvent le faire, comme le parti politique peut le faire. Donc, voilà les quelques missions de la société civile. Au-delà de l'agenda de ceux qui accèdent et ceux qui conservent le pouvoir, la société civile n'a pas cet agenda-là. Elle a l'agenda d'accompagner la population et de voir si ce qui est censé être fait pour le compte de la population est fait ou ne pas fait. Quand le gouvernement, par exemple, peut prendre un contrat avec une grande entreprise, la société civile a mission de savoir si le compte de la population est dedans. Quand on signe, par exemple, des contrats de carré minier, on doit savoir est-ce que le cahier de charges qui est présenté par l'entrepreneur prend en considération les besoins sociaux de la population locale ou pas. Voilà le rôle de la société civile, par cette société civile qui a changé de plan, qui est devenu presque une société politique. Bon, voilà, ça mais voilà, en parlant de cela, on constate de plus en plus que les sociétés civiles virent rapidement, la politique se transforme en parti politique. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, il ne faut pas... Est-ce que c'est un tremplin, c'est une façon de se préparer pour aller sur la scène politique? Il ne faut pas interdire aux compatriotes leurs droits civiques, c'est reconnu à tous citoyens. Un journaliste comme vous, je ne serais pas étonné demain de te voir une grande politicienne dans ce pays. Vous en avez tous les atouts. Comme les acteurs de la société civile peuvent aller en politique, nous avons vu aussi ceux de la politique qui viennent de la société civile. Le problème, c'est faire l'amalgame. Quand tu deviens politique, reste politique. Quand tu es dans la société civile, reste société civile. Voilà. Quand tu es journaliste, fais le rôle de journaliste. Quand vous devenez politique, jouez le rôle de politique. Donc, c'est un droit civique reconnu à tout citoyen. On ne peut pas commencer à limiter cela comme si c'était une vertu immuable. Non, c'est un problème de savoir faire la part des choses quand on quitte d'un camp vers un autre.
Voilà, Nouvelle Société Civile Congolaise, dont vous êtes le coordonnateur, fait partie de 650 organisations signataires du document déposé au Parlement en rapport avec la probable révision constitutionnelle. Alors, peut-on savoir quelle est en substance la teneur de ce document? Mais les documents participent au débat. Parce que ce n'est pas une décision. Les ONG ont émis aussi leur point de vue et participé au débat national. L'avantage de cette question de la révision de la Constitution, c'est qu'on donne la possibilité à tout citoyen de participer à ce débat-là. C'est un droit qui est reconnu à tout citoyen de dire ce qu'il pense de ce débat. Mais la finalité, c'est les parlementaires qui vont trancher. L'article 218 de la Constitution dit qu'ils vont juger les biens fondés de la démarche pour revoir ou non la Constitution. Donc ce n'est pas une mauvaise affaire, ça fait partie du jeu démocratique. Les ONG, les organisations de la société civile, tout l'ensemble du pays, une grande partie, j'allais dire, a participé à ces discussions et a présenté sa vision des choses. Donc, ça c'est un. Et nous avons alerté l'attention, nous avons attiré l'attention du président de l'Assemblée nationale comme du président du Sénat que ce débat qui, jusqu'à ce stade, est resté le seul débat de la seule classe politique, de l'élite politique de notre pays, alors que la population n'y est pas assez associée. Donc on estime que c'est aussi un débat de la société, parce que quand vous dites que vous allez amener le référendum, ça suppose que vous allez interroger la population. Et quand on se pose sur la question, les 229 articles qui constituent notre constitution actuelle, quand vous allez demander à une maman ou un jeune qui est à Kasumbalé, à Banzalemba, je ne sais pas, dans n'importe quel coin de notre pays, il ne saura jamais vous dire ce qu'il connaît. Or, quand on amène les gens au référendum, c'est dire oui ou non. C'est des questions, une question fermée. Pour répondre à des choses comme ça, il faudra qu'il y ait un programme de vulgarisation. Voilà pourquoi nous avons dit que avant qu'on arrive à des décisions de ce type-là, il était grand temps que la population y soit associée. Ça veut dire dans nos langues locales, il faut l'expliquer, les problèmes. Pourquoi nous voulons revoir la Constitution? Mais beaucoup pensent que le moment n'est pas opportun. Mais c'est pour cette raison que nous disons que nous, à la Nouvelle Société Civile, nous disons très clairement un peu ça, comme les autres collègues le disent aussi. Il faut qu'on explique pourquoi on veut revoir la Constitution. Parce que ce besoin de révision de la Constitution n'est pas vraiment le besoin de la population. C'est le besoin de la classe politique. C'est elle qui pose le problème et doit expliciter sa pensée. Comme c'est elle qui pose le problème, cette solution ne peut être qu'une solution politique. Pourquoi ne pas organiser les discussions directes avec l'opposition? Alors, quelle nuance faites-vous entre révision de la Constitution et changement de la Constitution? Ça, il faut demander à tous ceux qui utilisent ce terme. En fait, pour nous, la population, on nous a amenés dans un débat dont nous savons ni les tenants ni l'aboutissant. Ceux qui disent qu'il faut revoir la Constitution, ils ne vous disent pas quel article ils veulent retoucher. Ils ne vous disent pas quel contenu ils veulent retourner. Jusqu'ici, ça reste objet de débat. Donc, chacun y apporte ce qu'il pense. Il n'y a pas encore une position tranchante officielle qui dit que c'est tel article qu'on va toucher, tel autre article qu'on ne va pas toucher. Le président de l'Assemblée nationale vient bien de faire les choses. Et je vois qu'il a recadré les choses. Et tout en revenant sur l'article qui est visé, 197, le seul projet du gouvernement. Bon, lorsque vous suivez dans les médias, lorsque vous suivez sur la place publique, les gens parlent d'autre chose que ce qui est proposé, par exemple, par le gouvernement. Donc, à ce débat-là, c'est un débat un peu creux. Il faudra qu'on prenne de position officielle, qu'on dise que c'est tel article qu'on va enlever. Voilà les raisons qui nous poussent à enlever cet article, mais voilà aussi le contenu qu'on veut remplacer par cet autre article. Là, ça ferait objet de débat. En ce moment-là, on peut comprendre et la population comprendra et en âme et conscience pourra se prononcer. Mais à ce stade, nous avons l'impression que c'est un débat creux. Alors, c'est un débat que les initiés comprennent. Les initiés sont dans la majorité, ils sont aussi comme dans l'opposition. Quand un tousse, il sait, il veut dire ça. Alors, la population ne comprend pas quand il a toussé, c'est peut-être une maladie simple. Vous voyez ça? Et les initiés des deux tendances, ils comprennent. Quand l'autre tousse, c'est ce qu'il veut dire cela. Donc ce débat-là, il peut trouver des solutions sur le plan politique si jamais les deux pouvaient se mettre autour d'une table. Maintenant, la population, elle a un autre agenda. C'est l'éducation, c'est l'eau potable, c'est l'accès aux soins de santé,
c'est l'accès à l'infrastructure de base, c'est les routes de dessert agricole, c'est l'agriculture, c'est autant de choses que la population. Quand vous pouvez circuler avec votre micro-baladeur à travers la ville, vous verrez que c'est ça le besoin de la population et ça c'est priorité. Mais quand vous circulez avec votre micro chez les politiciens, ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous dire c'est la révision constitutionnelle, c'est l'article tel. Oui, vous voyez que c'est deux dimensions opposées. Est-ce que serait acceptable si on ne touchait pas à l'article 220 ? Écoute, vous êtes tenté de tabler là sur une supposition. Mais une supposition, qu'est-ce que je veux dire là? C'est une probabilité incertaine qui peut ou ne pas. Donc, dans ces conditions-là, on n'a pas moyen de mettre un jugement objectif. Et mettons le jugement objectif sur des choses réelles, qui sont connues, que voilà, nous voulons toucher à 220 parce que. Là, nous ferons un commentaire objectif. Mais si nous pouvons aller sur base de si, et si on ne fait pas, si on fait, ben écoutez, là, nous sommes en train de tomber dans la subjectivité. Ben voilà, vous avez évoqué tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. On sait tous que la rentrée parlementaire s'est déroulée hier, lundi. Vous aurez le temps de commenter sur le discours de deux présidents, mais dites-moi d'abord, qu'en est-il de la mise en place de la Commission des droits de l'homme dont l'Assemblée nationale elle-même n'y comprend rien du tout, et vous donne finalement le délai de 10 jours pour pouvoir finalement vous conformer. Vous savez, ça fait plus d'une année qu'on discute autour de cela. Mais qu'est-ce qui bloque finalement? Vous n'allez pas dire que c'est les ONG qui bloquent, parce que déjà la loi a été votée plusieurs mois après. On n'arrivait pas toujours à déclencher le mécanisme de mise sur pied de cette commission. Vous voyez ça? Donc, lorsque nous observons de très près, et nous commençons même à soupçonner qu'il y a une main politique qui joue derrière. Parce qu'on ne comprend plus rien. On monte des gens non qualifiés, on monte des gens non qualifiés, ils se présentent comme candidats pour brouiller la situation. Les gens qui n'ont même pas mandat ou qui ont dit ceci, pour mettre une telle commission sur le pied, et ça devait poser le problème. S'il y avait une volonté politique réelle de mettre cette commission. On va dire comme ça que ce délai de 10 jours ne suffit pas. Mais écoute, moi je me demande sur base de quoi on a posé 10 jours, parce qu'il y a une année, l'Assemblée elle-même n'arrivait pas à activer la mise sur le pied de cette commission. Et quand on a activé, plus de 6 mois après, on n'arrive pas toujours à avoir une commission électorale. Et puis on ne peut pas laisser la nation être liée à la volonté égoïste des individus. Tout le monde ne sera jamais à la commission des droits de l'homme. Et tout le monde n'est pas appelé à aller gérer la commission des droits de l'homme. On doit voir les meilleurs parmi nous. L'Assemblée, s'il pouvait jouer ce rôle, si la société civile elle-même, si l'ensemble des ONG des droits de l'homme ne sont pas arrivés à un compromis, mais je crois qu'on ne va pas laisser la nation sombrer. Et il faudra qu'on trouve à un moment donné à prendre la décision. Moi par exemple, je me suis retiré dans cette histoire. Je me dis, bon écoute, c'est une course, les autres amis peuvent y aller. Moi j'étais dans la course vers la CENI. Je ne suis pas arrivé démocratiquement, j'ai accepté et je continue de travailler pour mon pays. Et ce n'est pas pour autant, ça m'empêche de parler de mon pays et de travailler pour mon pays. Des autres aussi peuvent en faire autant. Comme il y a des gens qui sont imbus avec tout ce qu'ils ont comme machine politique derrière, et ils estiment que c'est eux et eux seuls, écoutez, on va voir les choses. Donc nous, à notre humble avis, nous estimons qu'il y a un problème de doter la nation d'une commission des droits de l'homme, et nous ne pouvons pas garder la nation à l'humeur et aux émotions de certaines personnes qui estiment que c'est eux qui doivent prendre le pays en otage. Je crois que l'Assemblée nationale doit être appelée à prendre ses responsabilités. Voilà, puisque nous sommes entrés de plein pied à l'Assemblée nationale, on va dire comme ça qu'hier, c'était la rentrée parlementaire, et ce qui est pourtant vraiment essentiellement porté sur... c'est une session ordinaire budgétaire, mais avec des enjeux politiques de l'heure, on craint quand même que cela puisse prendre les déçus sur cette session budgétaire. Ne pensez-vous pas? Oui, mais c'est notre crainte, et je partage votre crainte aussi, parce que nous estimons qu'il ne faut pas que les questions politiques puissent prendre le dessus sur les questions réelles qui touchent à la vie du Congolais. Toute proportion gardée, nous devions être très vigilants. C'est une session essentiellement budgétaire. Donc ça suppose
c'est une session qui dote le pays de moyens de gestion de la nation, qui dote le pays de moyens de gouverner, tout cela. Si on ne dote pas le pays du budget, donc le pays ne peut pas fonctionner normalement. Donc il faudra qu'on revienne à la loi sur les finances. Oui. C'est pour cette raison le budget 2015 risque d'en pâtir. Hein. Oui, mais c'est pour cette crainte, comme ça que je dis que je partage votre crainte. Nous en appelons à la responsabilité, je crois aussi qu'ils sont conscients de cela. Les sénateurs comme les honorables députés au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont appelés à d'abord prendre conscience de cette réalité-là, que c'est d'abord une session budgétaire. Et que cette session budgétaire, ce n'est pas une session où nous allons, vous savez, nous avons appris, le Premier ministre parle du taux de croissance qui est à 7, qu'il est projeté à 8,8 par le FMI d'ici 2015, j'ai appris comme ça. C'est un taux de croissance qui est ressenti par les grandes institutions internationales, mais qui doit aussi être ressenti par les Congolais. Et les Congolais ne le sentiront que dans le budget qui est en train d'être voté. Donc le Congolais moyen doit sentir que oui, effectivement, il y a un taux de croissance. Le cadre macroéconomique s'est amélioré. Les Congolais moyens doivent sentir ça. Et si les Congolais moyens n'arrivent pas à sentir ça, mais ça risque de rester comme de la magie. Pour que ce ne soit pas de la magie, les honorables députés ont une responsabilité. Et le président du Sénat a parlé du taux député qui est donné au niveau des banques commerciales, que ce taux-là devait être liquidé du 18, semble, ou 18 ou 16, je ne sais pas encore le chiffre, mais il doit être quand même ramené et diminuer les taux d'intérêt qu'il taxe, tout ça. Et le président de l'Assemblée nationale a parlé de la redistribution des revenus. Le Congolais moyen doit le sentir dans son quotidien. Et tout celui qui travaille, il doit sentir qu'effectivement notre pays est en train de décoller. Il ne faut pas qu'on le sente dans les termes de chiffres que les mamans maraîchères qui sont à Brasserie Mbinza, à Brasserie Ndili là-bas ne comprendront jamais. Elles ne comprendront quand elles vendent les épinards, elles trouvent que le revenu qui est revenu de l'épinard a plus de valeur et qu'il peut acheter quelque chose de chose. C'est ça aussi sentir la croissance. Donc les honorables députés ont cette responsabilité. Pour qu'on le sente au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'accès à l'assainissement même de notre environnement. Donc nous devions le sentir par cet outil qui est le budget. Donc c'est une session budgétaire. Il faut que l'enseignant congolais qui est dans le fin fond là-bas, à Moussengue-Mounene là-bas, Idjofa, il doit sentir aussi que moi, ici, je peux manger avec mon revenu de mon salaire. D'accord. Alors, vous avez suivi comme moi les discours de deux présidents de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement. Comment avez-vous apprécié les deux discours? Les deux discours ont été convergents sur des questions d'accès aux besoins sociaux de base de la population. Ils ont plaidé pour la population, mais le plaidoyer, ils le font, et c'est les autorités budgétaires. C'est pour cette raison que nous restons peut-être prudents. C'était des bons discours, mais ils ont eu des points de divergence au niveau des questions politiques, la révision constitutionnelle. Chacun a eu sa lecture de cette révision constitutionnelle, mais ça fait partie de la démocratie. Il ne faut pas croire que c'est une fatalité, tout ça. Ça fait partie de la démocratie. Là où nous nous saluons, c'est les discours qui semblent aborder réellement le problème de la population. Maintenant, c'est la partie théorique. Il faut qu'on passe à la partie pratique. Dans le budget, nous verrons comment ce discours-là peut aussi transpirer là-bas. Parce que l'autorité budgétaire, c'est les gens qui ont parlé. Donc nous estimons que les discours vont aller dans le sens des aspirations de la population. Et puis que nous puissions quitter quand même un pays de crise, qu'on commence à aller vers les pays d'opportunité, par exemple, les pays où nous pouvons attraper les opportunités pour les emplois des jeunes qui terminent, voilà. Que nous quittions quand même, que nous mettions dans un environnement où nous réfléchissons comment quitter cette crise de façon définitive. C'est pour cette raison que nous en appelons au dialogue entre les deux camps. Ben voilà, on va parler du gouvernement de cohésion nationale. Les gens sont restés longtemps en alerte. On parle de plus en plus d'une prochaine formation dans les heures qui suivent. Alors comment, entre-temps, l'équipe gouvernementale à place ne lâche pas prise, continue à travailler? On a vu le Premier ministre qui revient d'Allemagne pour pouvoir
prendre langue avec les investisseurs allemands et il a pu se vanter les prouesses de sa formation gouvernementale, surtout sur toile de fond du cadre de la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, comment avez-vous apprécié ce périple européen? Je crois que le Premier ministre a été appelé en Allemagne pour réfléchir avec les Allemands sur leur programme de coopération et de développement avec l'Afrique les prochaines années. Donc, vous voyez, ils sont en train de faire l'état des lieux au niveau de l'Allemagne. Quels peuvent être les grands axes et quels sont les domaines, quelles sont les opportunités qui sont possibles, qu'ils vont faire. Et notre Premier ministre a été invité juste pour y dire un mot et pourquoi pas parler de l'expérience congolaise, j'allais dire. Donc, il a partagé avec eux l'expérience congolaise, mais je crois qu'ils en ont lui aussi a tiré profit de l'expérience allemande, parce que n'oubliez pas, l'Allemagne a connu des guerres comme notre pays est en train de les connaître, et c'est un dénominateur commun. Comment l'Allemagne a pu faire pour s'en sortir? Je crois que le Premier ministre doit certainement avoir mis à profit son séjour en Allemagne pour aussi bénéficier de l'expérience ou de l'expertise allemande, comment il s'en était sorti. Et les Allemands sont en train de réfléchir comment on peut transformer l'Afrique des crises en Afrique des opportunités. Oui, ça. L'Afrique, c'est des guerres, c'est des rébellions, c'est des mutineries, c'est des coups d'État. Comment on peut quitter cette Afrique-là vers une Afrique qui pense au développement durable? Et comment l'Allemagne peut s'investir pour contribuer à cette nouvelle Afrique d'opportunités? Voilà comment les Allemands réfléchissent, ils se projettent. Et je crois que cette expérience devra inspirer aussi notre Premier ministre et son gouvernement. Nous pouvons aussi réfléchir, quelle est la politique de l'emploi que nous avons pour notre pays, pour nos jeunes gens, en nous inspirant de l'expérience des autres. Comment aussi nous pouvons faire pour que nous puissions quitter définitivement cette phase de crise à une phase d'opportunité. C'est-à-dire une phase où nous donnons la chance à nos compatriotes de vivre ici chez nous, de ne pas toujours penser qu'il faut aller ailleurs. Et ça, c'est une expérience qu'ils ont pu partager. J'ai lu rapidement les discours, j'ai suivi dans vos médias, les reportages là-dessus, mais je crois que au-delà d'être le cadre est stabilisé, je crois que nous sommes extrêmement bien cotés sur le plan international. Je crois que nous devons maintenant rentrer à l'intérieur pour qu'à l'intérieur, on nous cote excellemment bien. Mais l'opinion retiendra quand même que c'est le deuxième voyage en Allemagne pour le Premier ministre Matata Ponyo. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci est un voyage de trop? Il n'y a pas un voyage de trop lorsqu'on veut bien faire et lorsqu'on veut vers la perfection. Lorsqu'on veut améliorer, il n'y a pas un voyage de trop. Je crois que, d'ailleurs, il n'est pas allé en Allemagne sur son initiative, il est allé en Allemagne sur l'appel des Allemands. Donc ça suppose qu'il y avait un souci, il y a de partager l'expertise et l'expérience entre les deux camps. Nous estimons que cet échange doit être mis à profit pour l'intérêt des deux peuples. On doit sceller un partenariat, comme il l'a dit, je l'ai suivi sur une chaîne de la place, un partenariat gagnant-gagnant. Ça suppose que l'Afrique a des matières premières qui n'arrivent pas à transformer sur place. Comment l'Allemagne peut faire pour que l'Afrique, finalement, puisse transformer les matières premières sur place? Et ça peut créer les emplois. Comment le secteur privé allemand a pu gagner et s'en sortir? On ne peut développer que dans cet environnement-là. Et vous savez, les violences, les conflits sont des menaces à un développement durable. Comment on peut faire pour que ça s'arrête dans notre pays? Voilà autant de questions qui ont fait objet, j'ai lu rapidement dans le discours, objet, mais je crois que ça risque d'être théorique si jamais nous n'appliquons pas ici chez nous. C'est là que ce voyage-là risque d'être trop. D'accord, d'accord. Alors, en tant qu'observateur, vous pensez que Matata Ponyo a quand même pu séduire ces investisseurs allemands? Vous savez, pour que finalement ils puissent se décider pour passer à l'acte? J'ai appris qu'il a annoncé quelques investisseurs allemands qui vont être dans notre pays ici la semaine prochaine. Nous avons intérêt de créer un environnement incitatif.
Et la création de cet environnement incitatif, ça veut dire qu'on doit améliorer, assainir les milliers d'investissements. On doit sécuriser les investisseurs. Vous savez, l'argent a un défaut, il n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas il faut assainir l'investissement. Je crois le Premier ministre ferait encore mieux pour qu'il s'investisse plus dans la paix, dans la recherche d'une paix durable, dans les foyers de tension qui sont par-ci par-là, que ça s'éteigne. Je crois que ça fait partie de l'une de ces missions et ça peut inciter les investisseurs et ça peut nous aider à résorber les taux de chômeurs que nous avons. Nous ne maîtrisons même pas ces taux-là, vous savez. Nous avons un taux de chômage extrêmement élevé dans notre pays parce que chaque année, il y a 2 milliers de diplômés qu'on déverse sur le marché des chômages, au lieu de parler du marché de l'emploi. Ils sont déversés comme ça, ils n'ont pas de l'emploi. Alors, vous pouvez trouver un licencié qui est en train de cirer, ce qui n'est pas mauvais. Cirer n'est pas mauvais, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été à l'université. Vous voyez ça. Donc il y a beaucoup de questions qui doivent être résorbées. Donc nous pensons que le Premier ministre devrait réajuster son programme en regardant du côté de ce qui n'a pas été réalisé dans le cadre de ces missions. Qu'attendez-vous par réajuster son programme? Ah oui, mais j'entends moi réajuster son programme, c'est quoi? Je crois qu'il doit s'intéresser au secteur d'accès aux besoins sociaux de base de la population. C'est très important. Ce qui n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas encore efficace. Et vous savez, quelqu'un qu'on paye $50, j'ai suivi le Premier ministre dans l'une de ses interviews où il disait que quelqu'un qu'on paye $50 c'est insuffisant, mais ces $50 n'arrivaient pas. Maintenant, il peut arriver régulièrement, ce qui est déjà une bonne chose. Comme il arrive déjà, maintenant il faut l'améliorer pour que ce soit un peu consistant et que ça réponde aussi à un certain nombre de besoins de sa vie. Ouais. Comme ça arrive, nous disons oui, merci beaucoup, Premier ministre. Maintenant, il faut le renforcer. C'est là que ça doit commencer le travail. Il faut le renforcer. Donc, dans ce secteur-là, il faut améliorer le revenu. Il faut aussi, j'ai insisté tout à l'heure, si la politique de l'emploi des jeunes, nous avons un réservoir d'énergie important de nos jeunes dans notre pays qui sont au chômage. Que faire pour que ces jeunes gens-là soient utiles à la nation tant qu'ils ont l'énergie? Comment capitaliser cette énergie? Comment optimaliser cette énergie pour que ça ne soit bénéfique? Donc il faut toute une réflexion là-dessus. Je crois que les gens qui sont autour de lui, ils travaillent pour cela, ils sont payés pour cela. Il faut l'enrichir, que ce capital, faire comme les Allemands l'ont fait. Et ils disent que nous voulons voir la coopération Afrique-Allemagne dans les jours à venir. Ils réfléchissent. Nous aussi, nous pouvons réfléchir comment, d'ici 20 ans, 30 ans. Nous voulons un Congo émergent, mais nous n'avons pas un Congo émergent s'il y a un taux de chômage très élevé. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce taux de chômage soit revu à la baisse? Comment résorber ces taux? Il faut créer un environnement qui crée les investisseurs. L'investisseur qui doit avoir des conditions, quand vous venez chez nous, voilà ce que vous pouvez avoir comme conditions en termes d'engagement ou des gens qui sont là. Voilà, ça sont quelques questions qui me passent à l'esprit, que je suggère au Premier ministre et tous ceux qui travaillent avec lui, de telle manière que cette politique-là soit visible. Aujourd'hui, il peut passer, mais s'il y a une politique bien tracée, quelqu'un qui viendra après, il peut le prendre, la politique, et continuer. Il ne faut pas... Les Allemands, où ils sont allés, ils n'ont pas une politique où quand un Premier ministre passe, on vient avec un nouveau programme. Un Premier ministre passe, un nouveau programme. Nous partageons. Il faut qu'on s'inscrive dans une durée bien définie. Dire, mais écoute, d'ici 20 ans, 30 ans, voilà la politique de la RDC dans le domaine d'emploi. Quel que soit le Premier ministre qui est là en place, c'est lui qui vient, il s'inscrit dans la logique et le Congo sera émergent bientôt. D'accord. D'accord. Autre chose, c'est également Ebola qui ravage des populations et on constate qu'il y a Ebola depuis près d'un mois à Djera et le gouvernement congolais tente à tout prix à maîtriser cette hémorragie, la propagation de cette hémorragie. Mais on a remarqué hier aussi qu'il y a eu la rentrée scolaire dans ce secteur-là, généralement à l'Équateur, contre toute attente. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une propagation beaucoup plus élargie qu'on le redoutait? Oui, les risques de propagation, comme vous le dites, je crois que gouverner, c'est prévoir.
Nous avons d'abord salué le plan de riposte de notre gouvernement pour faire face à cette situation. Nous avons dans notre pays une expertise sur cette épidémie. Nous l'avons connue au Kasaï, à Kampungu, à Kasaï occidental. Il y a cette maladie qui était là à un moment donné. Nous l'avons connue ici chez nous à Kikwit. Cette maladie est faite à l'équateur comme à la province orientale. Donc nous avons une expertise de faire face à cette situation. Mais ça ne devait pas devenir quand même pour nous un moment où nous devons nous complaire pour dire que nous avons une expertise. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que finalement cette maladie ne nous revienne pas? Donc, avant que je revienne à ce que je suis en train de dire, je reviens à votre question. Ce qui se passe, le fait qu'on ait ouvert les écoles pour les enfants, je crois que les minimums de mesures ont été prises. J'ai vu même... Lesquelles, par exemple? Je crois qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de laisser les enfants venir comme ça s'il n'y avait pas de mesures qui ont été prises pour que ces enfants-là, ou bien la maladie est cernée, elle est sous contrôle, et ils se sont rendus que les paramètres qui peuvent faire que ça puisse se propager n'arrive pas. Ils ont pris toutes ces précautions. Il y a des équipes de la communauté internationale, il y a la MONUSCO, il y a notre gouvernement. Je crois que tout le monde est là-bas pour que finalement elle soit contenue. Et j'ai l'impression que d'ici 4 mois, si tel est le plan tel que nous l'avons entendu, je crois que nous serons à bout de ces fléaux-là. Mais je reviens, le problème d'Ebola relance notre débat, le débat des centres de recherche de notre pays. Donc, nous devions, ça tombe bien, vous faites bien de me poser cette question maintenant parce qu'il y a une session budgétaire et je profite de cette occasion pour m'adresser à la fois et au gouvernement et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ici les lieux de penser au secteur de la recherche pour notre pays. Il faut lui donner les moyens. Il faut donner les moyens conséquents, il faut donner de l'argent, il faut donner l'infrastructure pour que nos docteurs, le meilleur d'ailleurs, j'en connais un qui a fait la fierté de notre pays, le docteur Mouyembe avec toute son équipe à l'INERA, ils sont en train de faire un taf formidable. Il faut le mettre dans une condition, dans un environnement du travail où ils peuvent aussi faire les recherches comme leurs collègues des autres, de la planète qui aujourd'hui sont en train de faire des expériences, si soit des médicaments qui sont possibles, si c'est des vaccins qui sont possibles, pourquoi pas ne pas faire de centres de santé, de centres de recherche, et des centres où on doit jouer ces rôles réellement. Nos chercheurs ne sont pas outillés. Je ne pense pas seulement au secteur sanitaire, je pense aussi à d'autres domaines. L'INERA, nous parlons aujourd'hui de problèmes agricoles, mais nous avons des industries, des centres de recherche pour cela. Dans notre pays ici, à Kisangani, et dans le Kasaï occidental, ici au Bas-Congo, pourquoi nous ne pouvons pas réactiver tous ces centres pour que finalement nous prenions sur le devant? Ça aussi, c'est l'expérience des Allemands. D'accord. Alors, toujours en ce qui concerne Ebola, visiblement, le gouvernement est en train de rassurer, mais sans pour autant avoir le moyen de sa politique. Alors, les partenaires et autres organismes internationaux ne sont vraiment pas mobilisés comme c'en est le cas à l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous savez, le problème, vous savez, la mentalité à l'Afrique de l'Ouest est différente de la mentalité chez nous. Chez nous, la population adhère au schéma facilement. Ils expliquent. Les gens se lavent les mains. Pourtant, on a près de 40 décès déjà. Oui. Le bilan est en train de s'élever parce qu'on est en train de faire face à une situation. Mais la population est en train de suivre les instructions qui sont données par les autorités sanitaires. Ce qui n'est pas le cas à l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez ça? Il y en a qui ne croient pas à l'Afrique de l'Ouest qu'Ebola existe. Ça pose problème dans la société. Vous voyez qu'on a fait même intervenir l'armée. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Donc, nous sommes dans des cultures très différentes qui posent problème. C'est pour cette raison que chez nous, tout en saluant ce qui est fait et qui doit être perfectionné, nous disons que le gouvernement devra faire très bien pour que ça passe. Nous avons vu à l'aéroport, j'ai un collègue qui revient du Sénégal, il est rentré avec les autres collègues ce matin. Ils arrivent à l'aéroport, on les teste. Au moins, ils peuvent entrer, on est sûr qu'ils ne sont pas touchés par ces types de choses. Donc il y a beaucoup de questions qui sont en train de d'élucider ou bien de chercher des solutions. C'est vrai, les moyens ont toujours été insuffisants. C'est pour cette raison que nous disons, nous devons aussi avoir une politique de mobiliser les moyens sur le plan interne.
sur le plan interne, quand des catastrophes vont nous arriver, que nous sachions faire face d'abord avant que la communauté internationale vienne. Il ne faut pas que quand ça nous arrive, communauté internationale. Même quand nous touchons communauté internationale, il y a des choses que nous devons régler nous-mêmes. Ça aussi, c'est une matière de réflexion pour le gouvernement. D'accord, d'accord. On va parler de l'Est du pays. Dernièrement, des experts congolais et rwandais sont passés en revue sur la délimitation de frontières nationales de part et d'autre. Alors, on peut dire comme ça que on est à la veille de la fin de ce fameux feuilleton que nous connaissons toujours de ce côté-là de l'Est. Je crois que ça doit être la bonne foi. J'ai vu le Premier ministre, quand il était en Allemagne, il est allé visiter les endroits où on regarde des archives, des relations Congo, Congo, RDC, Congo, Zaïre, RDC, tout ça. Je pense que cette possibilité qui est donnée à des pays de discuter une fois pour toutes pour ne pas déplacer les bornes de l'un ou bien pour ne pas avoir des intentions qu'est-ce que je veux dire, l'intention expansionnistes sur notre pays, il faut que les deux parties se parlent. Vous savez que le peuple rwandais avec le peuple congolais n'ont pas de problème. C'est les dirigeants rwandais et les dirigeants congolais qui Ce n'est pas un conflit social, on va dire comme ça. Nous, le peuple entre nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est les dirigeants qui connaissent les détails des problèmes qui gèrent les deux pays qui a des problèmes entre eux. Voilà une bonne occasion pour nous, qu'une fois pour toutes, on sache le Rwanda s'arrête où et le Congo s'arrête où et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Nous pouvons cohabiter ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alors que nous avons de petits Congolais aussi, on va dire. Je vous dis que nous sommes condamnés à vivre ensemble avec le Rwanda. C'est le problème qui est arrivé au Rwanda, peut arriver au Congo. Il faut que nous puissions voir, au-delà des problèmes de frontières, il y a des problèmes de réfugiés rwandais qui sont sur notre sol. Mais le Rwanda devrait aussi faire l'effort de comprendre qu'à un moment donné de l'histoire, des bavures ont été commises entre eux et qu'il y a moyen de le régler autrement. Ça veut dire ouvrir l'espace intérieur rwandais, politique et démocratique, pour que leurs compatriotes retournent chez eux. S'ils veulent revenir dans notre pays, ils reviennent par les voies qualifiées, comme tous les autres habitants de la terre qui souhaitent venir dans notre pays. Comme nous-mêmes, Congolais, nous pouvons aller au Rwanda, nous investir et ils peuvent venir ici. Nous pouvons fonctionner et créer l'espace d'échange, de dialogue, de développement en Afrique. Ça aussi, c'est très important. C'est ça, créer l'espace. C'est pour cette raison que je pense toujours à la question des crises. Nous devons arriver à casser cette vision de crise en permanence dans notre sous-région pour commencer comment le développement durable. Mais une certaine opinion pense aussi que cette délimitation de frontières est loin du véritable problème qui jaillissent des tensions à l'est du pays. Que le problème est ailleurs, ça n'a rien à voir avec la délimitation de frontières. Vous savez, je ne sais pas qui est-ce que je suis bien en train de parler. Je venais de dire ici, à part le problème de la délimitation, il y a le problème politique qui se pose entre les populations rwandaises, Tutsi et Hutu, qui ont pris les armes à un moment donné, qui se sont entretués. Il faut résoudre cette question, il ne faut pas toujours l'échapper. Il faut qu'ils arrivent à résoudre cette question. Parce qu'ils sont condamnés à être cela. Alors, commencer à éviter ça, ce serait dire que non, il n'y a pas de saints sur la terre. Mais comme je n'ai jamais été au ciel, il semble qu'ils sont au ciel. Mais je ne peux pas attester qu'ils sont au ciel, parce qu'il n'y a personne qui est rentré du ciel pour nous attester cela. Alors, je peux dire que sur la terre, il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Donc le Rwanda est appelé, ça c'est un des problèmes, au-delà des problèmes de délimitation. C'est un des problèmes qui doit se faire. Mais pourquoi le Rwanda n'a que des problèmes avec le Congo, il n'en a pas avec d'autres pays? C'est à cause de cette épine-là. Résolvons cette question. C'est là où nous disons aussi à la communauté internationale, ils font trop pression sur la RDC. Créer le dialogue entre les politiques avec les composantes de la RDC, créer le dialogue, discuter, chercher ceci. Trop de conditions à la RDC, alors qu'au Rwanda, on ne pose pas de conditions. L'espace démocratique doit être ouvert à ces gens. Si même ils ont tué, mais la justice doit fonctionner de façon impartiale, de telle manière qu'ils rentrent chez eux, qu'ils soient jugés. Si c'est le cas.
Et en son temps, la société civile s'insurgeait du fait qu'on voulait délocaliser ces FDLR. Mais là, je réitère même cette demande ici. Nous sommes très hostiles à cette délocalisation-là. Il ne faut pas enlever un problème pour l'amener ailleurs. La vraie solution n'est pas celle-là. La vraie solution, c'est de les retourner dans leur pays. Ou bien trouver un autre pays qui peut encore les accepter, que le Rwanda peut accepter. Mais nous avons déjà plus de 5 millions de morts. Il n'y a aucune justice, ni de la communauté internationale, ni de la justice locale qui s'intéresse à ça. Nous estimons pour nous que non, la bonne possibilité, c'est de discuter avec les autorités rwandaises pour comment on peut résoudre cette question entre vous. De la même manière qu'ils font pression sur le gouvernement de Kinshasa, ils doivent aussi faire pression sur le gouvernement de Rwanda, de telle manière que la paix revienne dans la sous-région. Ça, c'est un. Sinon, nous risquons de voir cette pression qu'on fait sur la RDC comme si une pression qui fait monter la tension inutile. Vous savez que la RDC n'a aucune usine d'armes, ni de munitions. Mais les armes qui pilent et qui tuent là, viennent d'où? C'est la communauté internationale. Nous estimons que ça risque d'être compris comme si on entretient ces conflits-là pour vendre leurs armes. Ce qui n'est pas peut-être le cas. Donc, l'unique de bonne manière pour trouver la paix durable, ça passe aussi par cette discussion franche entre les Rwandais et qui doivent se pardonner ou se trouver des solutions. De toute façon, ce n'est pas mon problème, c'est leur problème. Nous, notre problème, que la paix revienne entre les deux pays et que les deux peuples vivent ensemble. D'accord. Monsieur Tchombela, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie également d'avoir été de nous pendant 45 minutes pour suivre cet entretien qui reviendra demain à 7h30, mais également le jeudi à 23h. On se retrouve le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité, bien entendu. Restez branchés sur BioOne Télévision.